Le monstre du Loch Ness ne vient en réalité pas d'Écosse. Il s'avère que cette créature réelle vivait dans les eaux glaciales de l'Antarctique il y a environ 70 millions d'années. En 2019, des chercheurs ont découvert des fossiles d'un énorme reptile marin préhistorique qui ressemble énormément à la bête que les gens ont fini par surnommer Nessie. Cet animal était terrifiant, mesurait jusqu'à 11 mètres de long et avait un cou immense semblable à celui d'une girafe. Et il pesait environ 15 tonnes, ce qui équivaut au poids de 3 éléphants. Poursuivons notre liste d'animaux gigantesques avec un pingouin. Je sais, les pingouins n'ont pas vraiment la réputation d'être grands, mais des scientifiques viennent de découvrir ce qu'ils pensent être le plus grand pingouin ayant jamais vécu, le Kumimanu fordisei. On pense que ces oiseaux géants erraient près de la Nouvelle-Zélande il y a environ 55 millions d'années et qu'ils étaient énormes, pesant plus de 150 kilos. Cela représente environ 5 fois la taille des manchots empereurs, que l'on considère aujourd'hui comme les plus grands parmi cette famille d'oiseaux. Passons maintenant des plus gros aux plus petits. Voici B. Manfred Schmidti, un grand singe ayant vécu il y a environ 12 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Cette créature est très spéciale, car c'est le plus petit grand singe jamais découvert. Et quand je dis petit, je veux vraiment petit. Cet ancien animal ne pesait pas plus de 10 kilos. À peu près la taille d'un chat très bien nourri. Si vous pensez que les petites créatures ne sont pas effrayantes, attendez de voir cette tarentule bleue électrique. Cette nouvelle espèce découverte dans les mangroves de Thaïlande a vraiment l'air d'arriver d'une autre planète. Sa teinte éclatante ne provient pas d'un pigment. Elle a en réalité pour cause la structure unique de ses poils, qui reflète la lumière bleue et lui donne cette apparence d'extraterrestre. Plongeons encore plus loin à présent dans les profondeurs glaciales et noires comme la Poix. À environ 610 mètres de profondeur dans la mer d'Andaman, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de requin fantôme, qu'ils ont nommé Chimaera supapae. Il a l'air tout droit sorti d'un film d'horreur. Un corps lisse et pâle, des nageoires qui semblent serties de plumes et de grands yeux effrayants. Ces requins fantômes ne sont en réalité pas des requins. Ils y sont seulement apparentés, s'étant séparés de leurs cousins il y a environ 400 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne dépassent qu'à peine la taille d'une boîte à chaussures. Vous disiez peut-être qu'on avait fait le tour des créatures étranges? Eh bien voici un ancien amphibien du Brésil, scientifiquement connu sous le nom de Carosei. Cette créature géante nouvellement découverte, qui ressemble à un crocodile, vivait pendant la période du Trias, il y a donc plus de 240 millions d'années. Mesurant près de 3 mètres de long, elle possédait une mâchoire puissante, semblable à celle de l'alligator moderne. Cette bête était une vraie survivante. Elle s'était adaptée aux conditions les plus extrêmes que la planète ait jamais connues. L'année dernière, des scientifiques observaient la dense forêt amazonienne de nuit lorsqu'ils sont tombés sur de curieuses araignées oranges qui avaient l'air d'être chaussées de bottes noires. L'équipe a rapidement compris qu'il s'agissait d'un nouveau type d'araignée crabe, mais non, elles ne ressemblent pas du tout à des crabes. Elles ont simplement reçu ce nom parce que, perchées sur des plantes, ces araignées étendent leurs pattes latéralement, comme des crabes. Saviez-vous que certaines nouvelles espèces portent le nom de célébrités? Par exemple, l'icône hollywoodienne Harrison Ford a maintenant son propre serpent. Découverte au Pérou, l'espèce T. harrisonfordi rend hommage à l'acteur célèbre pour son rôle d'Indiana Jones, un archéologue connu pour sa peur notoire des serpents. Mais contrairement aux vilains serpents des films en question, cette nouvelle espèce est assez modeste en taille, mesurant environ 40 cm de long. Nous avons également le Rhampholeon princeai, une petite, nouvelle espèce de caméléon pygmée originaire de Tanzanie, qui a été nommé en l'honneur du rappeur et poète américain Prince Ea. Il a reçu cet honneur en raison de son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux mondiaux. Un autre homonyme célèbre est un serpent mangeur d'escargots que l'on trouve dans la végétation des forêts du Panama. S. Irmelin DiCaprioae, hommage à notre Léo préféré, mesure environ 38 cm de long et passe ses nuits sur les feuilles de palmier à la recherche d'escargots et de limaces. Ses yeux ronds ressemblent à des braises incandescentes et peuvent être un peu effrayants, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une créature tranquille. Même lorsqu'elle se sent menacée, elle ne mord pas. Elle s'enroule simplement sur elle-même et dégage une très mauvaise odeur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus sinistre. Venomius Tom Hardy. Ce nom vous dit-il quelque chose? Eh oui. Cette nouvelle espèce d'araignée a été nommée en l'honneur de l'interprétation par Tom Hardy du célèbre personnage de Marvel, Venom. La raison? Les taches noires représentent
sur l'abdomen de l'araignée rappelait aux chercheurs le célèbre anti-héros. La plupart des araignées de cette espèce ont été trouvées en Australie, la nuit, assises sur des toiles complexes dans des zones forestières près de la côte. Lorsqu'on les dérange, ces bestioles effrayantes se cachent souvent dans des creux tapissés de soie de branches d'arbres. Nous avons également quelque chose pour les fans du Seigneur des Anneaux. Dans les eaux vastes et chaudes du fleuve Amazon, des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de pacu. Ce poisson est un parent du terrifiant piranha, avec un régime alimentaire à base de plantes et des dents semblables à celles des humains. Il a été nommé Myloplus sauron, en raison d'une audacieuse marque noire verticale sur le flanc qui rappelait aux chercheurs le symbole de l'œil flamboyant du méchant Sauron de la saga épique de Tolkien. Attendez, est-ce un capybara bronzé ou un chien sauvage? Eh bien, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un cerf nain nouvellement découvert. Cette minuscule créature, à peu près de la taille d'un basset hound, se faufile à travers les forêts du Pérou. Ses grands yeux, son corps trapu et ses pattes courtes rendent cet animal tout simplement adorable. Ce joli petit cerf est le parfait opposé de ce que nous allons voir à présent. Cette créature d'apparence bizarre ressemble un peu à la bête aux 5 dents. Ces fossiles, découverts en Patagonie chilienne, ont montré qu'elle vivait à l'époque des dinosaures, il y a environ 72 millions d'années. Cette découverte est une preuve supplémentaire que des mammifères parcouraient bien cette partie de l'Amérique du Sud, à cette époque. En passant des forêts d'Amérique du Sud au désert d'Australie, nous rencontrons un dragon des sables connu scientifiquement sous le nom de Ctenophorus chacalpa. Avec sa couleur et son corps long et élancé, ce lézard semble tout droit sorti du film Dune. Découvert l'année dernière, ce dragon des sables se fond parfaitement dans les paysages brûlants du grand désert Victoria, dans le sud de l'Australie. Pendant plus de 10 ans, une créature aux grands yeux a réussi à se cacher des scientifiques qui s'aventuraient dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Mais en 2023, le groupe a finalement réussi à prendre quelques photos de cette grenouille qui ne correspondait à aucune espèce connue. Elles sont maintenant connues sous le nom de grenouille odorante de Leishan, une espèce qui mesure environ 5 cm de long et présente de petites bosses sur son corps vert gazon. Au large des côtes du Chili, nous avons récemment découvert un mont sous-marin presque 4 fois plus haut que le Burj Khalifa. Les montagnes sous-marines abritent généralement de magnifiques formes de vie, des jardins d'éponges et des coraux anciens. Mais ce mont sous-marin chilien cachait également un type rare de calmar doté de longs tentacules ressemblant à des nouilles, ce qui lui donne un peu l'apparence d'une assiette de spaghettis sous-marine. Avec ses tentacules, cette étrange créature peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Récemment, des scientifiques plongeaient dans les eaux froides de la péninsule antarctique lorsqu'ils ont cru tomber sur un dragon à écailles ordinaires. Mais cette créature avait quelque chose d'inhabituel. Il s'est avéré que ce poisson avait 2 rayures verticales plus foncées le long de son corps élancé. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en train de regarder une nouvelle espèce, l'Acarotaxis gouldae. Passons maintenant du très bizarre au super mignon. En 2017, des habitants faisaient bien de la plongée près de l'île de Kyūm au Japon, lorsqu'ils ont découvert le Clavellina ossipandae. Cette étrangeté des abysses a rapidement conquis le cœur des gens grâce à son apparence. Ces taches noires ressemblent aux yeux et aux oreilles d'un panda, même s'il faut avoir beaucoup d'imagination. Cette créature filtre l'eau pour attraper sa nourriture et nous rappelle une nouvelle fois que l'océan regorge de merveilles. Il y a environ 150 000 ans, des hommes-dragons, au crâne démesuré, aux orbites rectangulaires et aux dents gigantesques, erraient dans les forêts glacées du nord de la Chine. Ce nom ne leur vient pourtant pas de créatures mythiques cracheuses de flammes, mais d'un fleuve, le Heilongjiang, ou rivière du dragon noir, près duquel des ouvriers découvrirent fortuitement un premier crâne en 1933. Le crâne, extrait de la vase du fleuve, était de grande taille et presque intact. Il présentait une boîte crânienne étirée et une arcade sourcilière proéminente. Il devait sembler si redoutable que l'ouvrier qui en fit la découverte préféra le cacher pendant des années au fond d'un ancien puits. Peu avant sa mort, en 2018, il révéla le secret à ses petits-enfants, qui s'empressèrent de retourner sur place. Ce n'est qu'en 2021 que les chercheurs purent enfin étudier le crâne. Ils y relevèrent une combinaison étonnante de traits morphologiques. Un crâne court et large, rappelant celui des anciens hominidés, une dent à 3 racines, anomalie rarissime de nos jours. Et paradoxalement des pommettes fines, plutôt communes aujourd'hui.
Pour déterminer l'origine de ce spécimen, une équipe de chercheurs analysa 95 fossiles, incluant crânes, mâchoires et dents provenant de divers groupes humanoïdes. Ils examinèrent minutieusement plus de 600 caractéristiques anatomiques, afin de mieux comprendre les liens de parenté entre ces lignées humaines. Un puissant système informatique généra alors plusieurs milliards d'arbres phylogénétiques retraçant leur évolution. L'objectif de cette modélisation était d'identifier le scénario évolutif le plus simple, que les spécialistes considèrent généralement comme le plus plausible. À l'issue de ces analyses, les résultats indiquèrent que le crâne de l'homme-dragon appartenait à une lignée humaine encore inconnue, très proche cependant des humains modernes. Il fut établi que cet individu avait vécu il y a au moins 146 000 ans, quelque part en Asie orientale. À cette époque, l'Homo sapiens coexistait avec d'autres lignées humaines proches, telles que les Néandertaliens et les Denisoviens. L'émergence de l'homme-dragon, ou Homo longi, comme il est également désigné, pourrait bouleverser notre compréhension de l'évolution humaine. Il se pourrait même qu'il soit plus étroitement apparenté à l'humain moderne que ne le sont les Néandertaliens. Jusqu'à très récemment, nul ne savait à quoi ressemblait son visage. Un chercheur brésilien, Cicero Moraes, a élaboré un modèle numérique en 3 dimensions du visage de l'homme-dragon à partir de son crâne. Comme certaines portions osseuses manquaient, il a eu recours au crâne complet d'un autre hominidé, Homo erectus, pour en compléter les parties absentes. Il a ensuite utilisé des scanners d'humains actuels et de chimpanzés, afin de reconstituer la disposition des muscles et des tissus cutanés sur l'ossature. Afin de rendre ce modèle plus convaincant et proche du vivant, il y a intégré des éléments tels que des cheveux et des nuances de couleurs, donnant ainsi corps à l'homme-dragon. Le résultat final a révélé que celui-ci possédait le plus grand crâne jamais mis au jour parmi les anciens humains, un diamètre d'environ 65 cm. Son volume crânien rivalisait ainsi avec celui d'un gorille, voire d'un lion. Selon les chercheurs, sa corpulence remarquable aurait pu lui permettre de résister aux hivers rigoureux de Harbin, site de la découverte, où les températures avoisinent encore aujourd'hui les -16 degrés. Le statut de l'Homo longi continue toutefois de susciter des débats. Certains contestent qu'il s'agisse d'une espèce à part entière ou remettent en question sa place dans l'arbre généalogique humain. D'après eux, les traits singuliers de son crâne pourraient résulter de sa taille inhabituelle plutôt que d'une divergence évolutive. Il n'est pas rare que des individus d'une même espèce présentent des différences marquées selon leur âge, leur sexe, leur environnement ou l'ancienneté du fossile. Plusieurs chercheurs y voient même un parallèle avec le crâne de Dali, découvert en Chine, et généralement attribué à une espèce humaine bien connue, Homo daliensis. À cela s'ajoute l'énigme des Denisoviens, un ancien groupe humain ayant peuplé l'Asie durant plusieurs millénaires, mais dont les vestiges fossiles restent rares. À ce jour, la plus proche correspondance avec l'homme-dragon serait une mâchoire fracturée découverte au Tibet en 2019. Certains chercheurs y voient un indice que l'homme-dragon pourrait en réalité être un Denisovien. D'autres se montrent plus prudents, car l'absence de mâchoire sur le crâne de Harbin empêche toute comparaison directe. Les Denisoviens ont été identifiés pour la première fois en 2008, lorsqu'un fragment minuscule de phalange a été exhumé dans la grotte de Denisova, nichée dans les monts de l'Altaï. Les analyses m'ont révélé que cet os provenait d'une fillette âgée de 5 à 7 ans, décédée il y a environ 40 000 ans. Les conditions glaciales de la grotte avaient permis de conserver l'os dans un état exceptionnel. Quelques années plus tard, une autre équipe de chercheurs est parvenue à en extraire de l'ADN. On l'a comparé à celui des humains actuels, ainsi qu'à celui d'une autre espèce humaine disparue, les Néandertaliens. Il présentait des similitudes avec les deux, mais s'en distinguait aussi de manière suffisante pour indiquer qu'il appartenait à une espèce humaine encore inconnue. Ce groupe, dont personne n'avait jusque-là soupçonné l'existence, fut baptisé Denisovien en référence à la grotte où avait été exhumé cet os minuscule. Par la suite, 3 autres fossiles dénisoviens, dont plusieurs dents, furent également découverts dans cette même cavité. L'origine exacte des Denisoviens demeure incertaine, mais on avance qu'ils pourraient descendre de l'Homo erectus, une espèce parmi les premières à présenter des traits semblables aux nôtres. Ces humains aux longues jambes et aux bras raccourcis étaient adaptés à la marche sur de longues distances. 700 000 ans plus tôt, une partie d'entre eux quitta l'Afrique pour s'aventurer jusqu'en Eurasie. Ils devinrent les ancêtres communs des Denisoviens et des Néandertaliens. Vers 370 000 ans avant notre ère, ces deux lignées se scindèrent. Les Néandertaliens migrèrent vers l'ouest, en Europe et en Asie occidentale,
tandis que les Denisoviens s'étendirent vers l'Est, en Asie orientale et du Sud-Est. Certains atteignirent même les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au-delà, franchissant la ligne Wallace qui marque la frontière entre l'Asie et l'Australie. Des recherches génétiques récentes menées sur des populations d'Asie du Sud-Est laissent entrevoir une diversité insoupçonnée chez les Denisoviens. Ils pourraient ne pas avoir constitué un groupe homogène, mais 3 lignées distinctes, et l'une se serait autant différenciée des autres Denisoviens que les Néandertaliens eux-mêmes. Les Denisoviens auraient peut-être survécu plus longtemps que les Néandertaliens, disparus il y a environ 40 000 ans. Une étude révèle qu'un groupe de Denisoviens aurait coexisté avec les humains modernes en Nouvelle-Guinée jusqu'à 30 000 ans avant notre époque, voire jusqu'à 15 000 ans. Si c'était avéré, ils seraient les derniers représentants d'une humanité archaïque à avoir vécu aux côtés de notre espèce. Cette révélation étonnante s'inscrit dans une série croissante de découvertes attestant de la diversité humaine dans l'Asie ancienne. L'émergence récente d'une nouvelle espèce, Homo luzonensis, identifiée aux Philippines, renforce cette idée. Les scientifiques considèrent désormais les îles d'Asie du Sud-Est comme un foyer majeur d'évolution humaine. Mieux comprendre ces ancêtres permettrait non seulement d'approfondir nos connaissances sur la génétique des populations locales, notamment en Indonésie, mais aussi de faire progresser la médecine dans toute la région. Les chercheurs ont mis au jour des indices précis dans l'ADN révélant que les anciens groupes humains se sont dissociés il y a fort longtemps. Lorsque Homo sapiens a quitté l'Afrique, il s'est mêlé à d'autres populations archaïques, transmettant ainsi, au fil des générations, de petits fragments d'ADN issus de ses lointains ancêtres. Les scientifiques ignorent encore avec certitude pourquoi les Denisoviens et les Néandertaliens ont disparu, tandis que Homo sapiens a perduré. Une explication plausible réside dans le fait que Néandertaliens et Denisoviens vivaient en petits groupes très soudés, ce qui aurait pu engendrer, à terme, des problèmes de consanguinité. Nos ancêtres, en revanche, formaient de vastes communautés dotées d'une diversité génétique plus importante, favorisant leur santé et leur capacité d'adaptation. De mystérieuses chaînes montagneuses cachées sous d'immenses masses de glace, d'étranges créatures translucides à la peau diaphane, des plaines enneigées qui semblent chanter, l'Antarctique recèle ses propres secrets terrifiants. Et désormais, un trou de glace colossal, grand comme la Suisse, ne cesse de s'ouvrir. Les scientifiques viennent enfin d'en percer la cause. Ce trou, nommé Polynie de Maud Rise, fut observé pour la première fois en 1974 puis en 1976 dans la mer de Weddell. Depuis, il joue à se dérober, apparaissant, disparaissant, puis réapparaissant des années plus tard. Et chaque fois, il change mystérieusement de taille. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de comprendre son origine. Puis, en 2016 et 2017, la Polynie a atteint une ampleur exceptionnelle, plus de 30 000 km². Elle est restée ouverte plusieurs semaines durant l'hiver, marquant la première apparition d'une Polynie aussi vaste et durable dans la mer de Weddell depuis les années 1970. Voici ce qu'il faut savoir sur la glace de mer Antarctique. En été, elle atteint son minimum, environ 2590 000 km², ce qui, oui, est considéré comme peu. En hiver, elle s'étend jusqu'à 10 130 000 km², couvrant près de 4% de la surface terrestre d'étranges plaques blanches. La majorité se forme pendant la longue nuit polaire sur les plateformes de glace flottantes entourant le continent. Ces ouvertures dans la glace, appelées polynies, se créent généralement quand de puissants vents venus de l'intérieur repoussent les plaques gelées. Ce même vent glacial fige davantage d'eau de mer à l'intérieur, ajoutant encore à l'épaisseur de la banquise. Mais la Polynie de Maud Rise se situe loin des côtes, là où ces vents ne peuvent agir. En plein océan, de pareils trous sont rares. Ajoutez à cela la réduction générale de la glace dans l'océan austral. De quoi dérouter les chercheurs. Quelles conditions précises engendrent ce vaste et persistant trou de glace? Pour résoudre l'énigme, ils ont analysé une montagne de données. Satellites, capteurs dérivants, et même les relevés d'animaux marins équipés de balises. Ils disposaient aussi d'années d'observation antérieures. Et leur découverte fut étonnante. En 2016 et 2017, le courant circulaire de la mer de Weddell, appelé Gyre de Weddell, était plus fort qu'à l'accoutumée. Cette énergie accrue permit à une eau plus salée et plus chaude des profondeurs de remonter vers la surface.
La Polynie de Maud Rise se trouve au-dessus d'une montagne sous-marine du même nom. Durant les années où elle s'est largement ouverte, le renforcement du courant a concentré le sel autour de ce sommet englouti. En surface, les rafales ont balayé la glace, créant un mouvement en spirale qui a littéralement aspiré vers le haut cette eau plus salée. Ce surplus de sel a abaissé le point de congélation, permettant à la Polynie de se former et de se maintenir. Ces ouvertures jouent un rôle crucial pour la planète. L'eau dense et salée qu'elles produisent peut parcourir d'immenses distances, se propageant à travers les océans et influençant les climats du globe. Mais ces vastes entailles glacées ne sont pas les seuls phénomènes étranges et fascinants de l'Antarctique. Et que dire des lacs souterrains, ou plus spécifiquement des lacs subglaciaires? En effet, il existe des lacs entiers, dissimulés sous plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace. Les scientifiques les ont repérés pour la première fois en 1970 grâce au radar, et ils estiment aujourd'hui qu'il en existe près de 400 dans les zones étudiées, sous environ 3000 mètres de glace. Ceux-ci seraient apparus après la séparation de l'Antarctique d'avec le Gondwana, l'ancien supercontinent. Fait surprenant, leur eau ne gèle pas, car la pression exercée par la glace au-dessus est trop forte. Simple question de physique. Le plus vaste, le lac Vostok, découvert dans les années 1990, repose à un peu plus de 3 km sous la glace. Les chercheurs y ont foré pour prélever de l'eau, mesurée à environ 3,33 degrés Celsius, bien que ce lac soit resté emprisonné depuis plus de 28 millions d'années. On compte aussi le lac Williams où une découverte étonnante a été faite en 2014. Une colonie entière de micro-organismes y prospère, à près de 1600 mètres sous la glace. Ces créatures n'ont jamais connu ni lumière ni air libre. Elles tirent donc leur énergie du méthane et de l'ammonium pour subsister. Un autre prodige, visible celui-là, se trouve dans la vallée sèche de McMurdo, une cascade digne d'un film d'horreur. De l'eau d'un rouge écarlate, semblable à du sang jaillissant d'une plaie dans la glace, s'écoule sur 5 étages, depuis le glacier Taylor jusqu'au lac Bonnet. Une vision troublante, bien qu'elle ait, en réalité, une explication scientifique. L'eau qui alimente les Blood Falls provenait autrefois d'un lac salé aujourd'hui, isolé de toute interaction avec l'atmosphère, les glaciers s'étant formés par-dessus. Enfermée à plus de 400 mètres sous terre, cette eau est devenue extrêmement concentrée en sel, 3 fois plus que celle de la mer, ce qui l'empêche de geler. Elle est également riche en fer et ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'échappe lentement à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air libre, le fer s'oxyde. Autrement dit, il rouille, donnant à l'eau cette teinte rouge sombre si troublante. Avec des paysages si inquiétants, l'Antarctique évoque un désert de glace. Des températures polaires, des précipitations quasi inexistantes et des vents capables de vous renverser. C'est d'ailleurs là qu'a été relevée la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. 89,2 degrés Celsius. Pourtant, malgré ces conditions extrêmes, le continent abrite une faune aussi étrange que fascinante. Longtemps, les scientifiques ont cru que rien ne pouvait subsister sous une telle épaisseur de glace. Ils se trompaient lourdement. Une étonnante diversité d'êtres vivants s'y est adaptée. Des micro-organismes minuscules, des crustacés, d'immenses calmars, et même des araignées dont les pattes pourraient couvrir une assiette entière. D'énormes vers aux soies dorées et brillantes, pourvus de redoutables mâchoires dentées, rôdent également dans les profondeurs glacées. Et puis, il y a le poisson des glaces, un être entièrement translucide, aux grands yeux, dont les organes sont visibles à travers la peau. Ces poissons disposent de protéines antigel naturelles leur permettant de survivre dans les eaux les plus froides, mais ils périraient dans des eaux plus tempérées. Encore plus singulier, ils n'ont pas d'hémoglobine, cette protéine qui rend le sang rouge et transporte l'oxygène. Autrement dit, ils vivent sans la substance même qui permet à la plupart des créatures de survivre. Mais l'Antarctique n'a pas toujours été ce désert gelé que nous connaissons. Il y a des millions d'années, bien avant l'ère glaciaire, il était chaud, luxuriant et peuplé d'une vie abondante. Peut-être même de civilisations disparues. Difficile à concevoir, n'est-ce pas? Les scientifiques l'ont compris en découvrant du bois fossilisé, des restes d'arbres tropicaux et des empreintes de feuilles, signes indéniables d'anciennes forêts pluviales.
Ils ont également exhumé des fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et de dinosaures datant du Crétacé. Même les plus petites formes de vie ont laissé leurs traces, des ailes de coléoptères fossilisées, vieilles de 14 à 20 millions d'années, des fossiles unicellulaires et, plus stupéfiant, des cellules spermatiques vieilles de 50 millions d'années conservées sur l'enveloppe d'un ver disparu. Ainsi, il ne vous étonnera sans doute pas d'apprendre qu'au-dessous des épaisses calottes glaciaires de l'Antarctique se dissimule un gigantesque relief montagneux. La chaîne Gamburtseff s'étend sur près de 1200 km et atteint environ 3000 mètres de haut, soit près du tiers de la hauteur de l'Everest. Et pourtant, cet ensemble monumental repose sous une épaisseur de glace variant entre 2000 et 4000 mètres. Découverts en 1958, ces reliefs ont été détectés grâce à une zone de glace anormalement mince et à d'étranges relevés gravitationnels observés lors d'une traversée du continent. Bien que nul ne les ait jamais contemplés directement, les chercheurs en ont cartographié la forme grâce au radar et analysent leur structure interne à l'aide de mesures gravitationnelles et magnétiques. Le plus stupéfiant, c'est que la chaîne Gamburtseff date d'environ 1 milliard d'années. En théorie, elle aurait dû s'éroder depuis longtemps. Le fait qu'elle demeure encore intacte reste une énigme. La plupart des chercheurs avancent l'hypothèse qu'un manteau gelé, enfoui sous la glace, la protège de l'érosion et conserve ainsi cet ancien massif dans un état remarquable. Et pour conclure, sachez que l'Antarctique possède sa propre symphonie. La barrière de glace de Ross, la plus vaste du continent, atteint plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et couvre près de 500 000 km², une superficie comparable à celle de la France. Les chercheurs ont récemment découvert que cet immense plateau de glace chantait réellement. Ce chant étrange naît du vent qui balaie les dunes de neige, provoquant des vibrations dans la glace et un bourdonnement sismique presque continu. On ne peut l'entendre à l'oreille, mais les capteurs sismiques en enregistrent la mélodie plaintive. Cette découverte d'ailleurs fut accidentelle. Les scientifiques avaient installé ces capteurs pour observer d'autres phénomènes liés à la glace. Plus étonnant, la mélodie varie selon les conditions du moment. La fonte, les tempêtes ou le déplacement des neiges modifient la fréquence des vibrations. Les chercheurs exploitent désormais ce chant envoûtant comme un système d'alerte anticipé. En l'écoutant en temps réel, ils peuvent surveiller la stabilité de la barrière de Ross et détecter les signes d'un éventuel effondrement. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit
et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol.
et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Il ne ressemble pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Otzi.
La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps.
Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Airbus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire lui n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille.
si courant imprévisible, pouvait s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitations. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine, et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill, qui attirent à leur tour de nombreux phoques, et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres.
Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres.
Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus reste... Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George. Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre? Les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut
pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains. Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007. Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver les coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth. En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé, au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid. Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitations et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer. Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs. Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était remplie de marécages d'arbres et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo, car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique,
rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom, tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles, le gel, la glace et la neige, mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte. Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés. Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres, mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ? Ce sous-marin élégant et ultramoderne, baptisé RAN, fut envoyé pour explorer les profondeurs de l'Antarctique. Cependant, peu après ses premières découvertes, il disparut mystérieusement. Alors, que s'est-il réellement produit? Tout a débuté lorsque les scientifiques désirèrent explorer l'un des lieux les plus reculés et énigmatiques de notre planète, la barrière de Dodson, située en Antarctique occidentale. Ce colosse silencieux s'étend sur 50 km de large, soit presque la longueur de New York, entre deux promontoires glacés, les péninsules Martin et de Bear. Il recèle un monde entier de mystères géologiques. Si vous croyez que l'Antarctique n'est qu'un désert de neige et de glace épaisse, vous vous trompez. De véritables paysages inconnus se dissimulent sous cette couche glacée. La face inférieure de la barrière de Dodson présente un terrain accidenté et dynamique, façonné par les forces lentes et implacables de la nature. On y trouve des formations de glace imposantes, des crevasses profondes et des structures étranges s'étendant sur des centaines de mètres. Les scientifiques sont extrêmement curieux vis-à-vis de ce territoire. Toutefois, comme vous pouvez l'imaginer, cet environnement n'est guère facile à explorer. Pour en apprendre davantage, il nous faudrait scruter la région via des satellites ou tenter de percer la glace pour rassembler, morceau par morceau, l'ensemble du panorama. Hélas, ces méthodes n'ont offert que des indices vagues et incomplets. La véritable percée s'est produite lorsque les scientifiques eurent l'idée d'envoyer des sous-marins pour explorer la barrière de Dodson. Grâce à des submersibles autonomes capables de plonger sous la glace, ils sont capables de révéler ce qui se cache réellement en profondeur. Ces explorateurs robotiques sont équipés de systèmes sonars impressionnants. C'est ce que font les chauves-souris ou les dauphins. Ils utilisent le son pour voir le monde. En résumé, ils émettent des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes frappent un obstacle, comme la barrière de glace au-dessus ou le fond marin en dessous, elles réintègrent le système. Les animaux ressentent le temps que mettent les ondes sonores à revenir et les modifications qu'elles subissent, ce qui leur permet de localiser et d'interpréter leur environnement. Par exemple, les clics que les dauphins émettent leur indiquent où se trouvent les poissons. Nous avons reproduit cette astuce évolutive fascinante et l'avons adaptée à notre exploration sous-marine.
Toutefois, notre version est bien plus performante, offrant un niveau de précision accru qui nous permet de créer des cartes 3D détaillées de l'environnement. Le sous-marin Ran faisait partie de ces explorateurs robotisés. Il doit son nom à la déité nordique de la mer. Ran avait été méticuleusement programmé pour naviguer à travers le paysage dangereux de l'Antarctique. Malgré sa formation approfondie, sa mission s'est terminée de manière inattendue et mystérieuse. En 2019, Ran fut envoyé pour explorer les profondeurs sous la barrière de Dodson. Il s'agissait d'un véritable héros, le premier à entreprendre une mission de ce type. L'équipe a décrit cela comme une expédition de l'autre côté de la Lune. Pendant 27 jours consécutifs, il a opéré sans relâche, parcourant 1000 km sous l'épaisse couche de glace, l'équivalent d'un trajet de Paris à Berlin. Ran a franchi des limites bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. À un moment donné, il a atteint plus de 16 km dans le ventre du glacier. Et ce qu'il a découvert là-bas était stupéfiant. Les scientifiques s'attendèrent à des surfaces de glace lisses et uniformes. Mais Ran a révélé un sous-sol marqué par de vastes fissures, des crêtes. Des formations ressemblant à des dunes de sable figées dans le temps. Enfin, il a repéré des motifs mystérieux en forme de tourbillons et de gouttes d'eau. Tout semblait davantage appartenir à l'art qu'à la géologie. Cela raconte en réalité l'histoire des plateformes de glace et de l'océan qui les entourent. L'eau chaude s'infiltre sous la glace et la fait fondre par en dessous. Parfois, elle lisse la glace, mais d'autres fois, elle creuse ses formes étranges et irrégulières, ressemblant à des motifs ou des dessins. Certaines de ces formes sont gigantesques, plus de 400 mètres de long. Cela équivaut à 3 terrains de football et demi. La raison pour laquelle elles ressemblent à des griffonnages tourbillonnants est que la Terre tourne. Cela fait que l'eau se déplace de manière particulière, pliant les formes et dessinant ses spirales. Cet effet porte le nom d'effet Coriolis. Imaginez que vous soyez sur un manège et que vous lanciez quelque chose, comme une balle. Elle suivrait une courbe, et non une ligne droite. Le même phénomène se produit avec l'eau sur Terre. Plus tard, les scientifiques ont découvert des motifs similaires dans d'autres plateformes de glace antarctique, bien que ceux sous Dodson soient bien plus spectaculaires. Cependant, Ran a également fait une découverte terrifiante. Il s'avère que ces eaux chaudes, en plus d'être de grandes artistes, représentent aussi un grave danger. La barrière de Dodson ne flotte pas paisiblement sur la mer. Elle fait partie d'un système très délicat et agit comme une barrière protectrice, retenue par de vastes glaciers en Antarctique occidentale. Bien que flottante sur l'océan, elle reste connectée à la Terre. Lorsque l'eau chaude s'infiltre et fait fondre la glace, la plateforme ne peut plus maintenir son ancrage à la Terre de manière aussi ferme. La barrière protectrice commence alors à faiblir, ce qui permet aux glaciers situés derrière de s'écouler plus rapidement vers l'océan. Lorsque ces glaciers atteignent la mer, ils y ajoutent de l'eau, ce qui pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer, et potentiellement redessiner nos côtes. Ran est tombé sur de vastes poches où la glace fondait à un rythme alarmant, en raison de puissants courants sous-marins. C'était comme voir une horloge s'agiter au sein du glacier. Les enjeux étaient élevés, mais heureusement, le sous-marin était paré. Cette fois, il a réussi à rentrer sain et sauf. Ensuite, il a continué à fonctionner pendant 5 années supplémentaires, aidant les scientifiques avec une quantité impressionnante de données précieuses. Ces missions étaient périlleuses. Il pouvait arriver à Ran de s'enfoncer dans les cavités obscures sous le glacier, passant 24 heures sans communication. Mais il cartographiait chaque sommet et chaque vallée, et il a accumulé de l'expérience grâce à plus de 40 missions sous la glace. Puis, au début de l'année 2024, Ran a entrepris une mission vers le glacier Thwaites. Ses objectifs étaient dès le départ audacieux. Cet endroit est aussi tristement surnommé le glacier de l'Apocalypse. On l'appelle ainsi car il fond lentement et pourrait provoquer une montée des océans du globe s'il s'effondrait, entraînant des catastrophes à grande échelle. C'est pourquoi Ran a été dépêché pour explorer ses profondeurs, un lieu qui n'avait jamais été cartographié avec autant de détails auparavant. L'objectif était de découvrir les secrets du glacier, d'étudier sa fonte rapide et de comprendre pourquoi il se dégradait ainsi. C'était la 2e fois que Ran explorait le glacier Thwaites. Lors de la visite précédente, il était devenu le premier submersible à en cartographier les dessous. Ran s'aventurait à des profondeurs allant de 2 à 500 mètres et il a transmis de nombreuses données sur la manière dont le glacier de l'Apocalypse fondait lentement en raison des courants océaniques chauds.
Mais en s'aventurant dans ces profondeurs glacées, quelque chose s'est produit. Sans prévenir, Ran a disparu des radars. Il n'a laissé aucune trace. Un instant, il envoyait des données cruciales, et le moment suivant, il avait plongé dans l'abîme. Aucun signal de détresse, aucune transmission finale. Et il n'est jamais revenu au point prévu. Des recherches intensives ont été lancées. Des hélicoptères planaient au-dessus, tandis que des drones bourdonnaient dans le ciel glacé. Mais aucun signe du submersible ne s'est manifesté sous l'emprise du glacier. Au bout d'un certain temps, les batteries de Ran seraient sans doute épuisées. À ce stade, il avait certainement été englouti par l'abîme sous 450 mètres de glace. Ce fut une grande et triste perte pour l'équipe scientifique. Les chercheurs de l'université de Göteborg tentent désormais de remplacer Ran et de poursuivre leurs recherches sous le glacier Thwaites. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune certitude sur ce qui s'est réellement produit. Certains pensent qu'il pourrait avoir été piégé sous la glace, tandis que d'autres croient qu'il a été emporté par un courant invisible. Il se pourrait aussi qu'il ait percuté quelque chose d'inattendu. Quelles que soient les circonstances de sa disparition, celle-ci a laissé les scientifiques stupéfaits, et il semble que la barrière de glace continuera de garder ses secrets pour un moment. Au moins, nous avons accumulé un trésor de connaissances grâce au périple de Ran. Les scientifiques continuent d'explorer l'Antarctique, cherchant l'histoire cachée sous la neige. Ils ont ainsi découvert qu'il y a environ 90 millions d'années, une luxuriante forêt tempérée prospérait près du pôle sud. Ils ont révélé un monde ancien. C'était l'une des plus grandes créatures à avoir jamais parcouru la Terre. Elle était plus longue qu'un bus scolaire normal et pouvait facilement peser plus que 10 éléphants ensemble. Mais où vivait le mégalodon? Comment a-t-il fini par avoir cette taille? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu de nos jours? C'est ce que nous allons découvrir. Le mégalodon est le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En termes de localisation, il vivait pratiquement dans toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la gigantesque créature s'est adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Les plus jeunes aimaient rester sur les côtes, tandis que les adultes préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient aussi aisément se déplacer en pleine mer. Comment savons-nous que le mégalodon était si répandu? Nous pouvons seulement spéculer, en nous basant sur le fait que l'on a découvert les fossiles les plus au nord, au large des côtes du Danemark, et les plus au sud, en Nouvelle-Zélande. La question de savoir comment le mégalodon a atteint cette taille est toujours ouverte dans la communauté scientifique. Ils ont récemment découvert que tous les spécimens de cette espèce fascinante ne faisaient pas toute la même taille gigantesque. Cela est dû à la règle de Bergman, selon laquelle la température du milieu ambiant influe sur la taille de l'animal, qui doit conserver sa chaleur, soit en perdre. Les mégalodons qui atteignaient des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de poids corporel pour être sûrs de survivre à ces basses températures. Au contraire, ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petits pour éviter de brûler. Mais à quoi ressemblait cet énorme poisson? La plupart des représentations modernes montrent le mégalodon comme un gigantesque requin blanc. Mais il semblerait que ce ne soit pas forcément exact. Le mégalodon avait probablement un nez beaucoup plus court et une mâchoire plus plate qui paraissait presque écrasée par rapport au grand requin blanc. De plus, il avait visiblement quelque chose en commun avec le requin bleu de nos jours, des nageoires pectorales extra longues. Ils en avaient besoin pour supporter leur poids et leur taille lorsqu'ils naviguaient dans les eaux de la planète. Enfin, les demoiselles mégalodons, étaient certainement environ 2 fois plus grandes que les messieurs. Quant à leur progéniture, même un petit mégalodon était énorme, au moins 1,5 mètre du nez à la queue. Comment le savons-nous? Parce que des spécialistes sont tombés sur des sites de reproduction de mégalodons au Panama, dans le Maryland, aux îles Canaries et en Floride. Même les piles de couches sales étaient énormes. Non, allez, je rigole. L'aspect le plus effrayant de l'apparence du mégalodon était certainement sa bouche. Je veux dire, si tu y penses, le mégalodon mangeait des baleines pour dîner, alors il avait évidemment besoin d'ouvrir sa bouche assez grand. Les scientifiques ont estimé que sa mâchoire devait avoir une taille hallucinante, 2,7 à 3,4 mètres de large. Pour te donner une idée, cela signifie qu'il aurait pu facilement engloutir 2 personnes adultes côte à côte. Attends, quels 2 adultes en fait? Ces mâchoires impressionnantes comportaient également 276 dents. D'après les reconstitutions modernes de la force de sa morsure, il semblerait qu'il ait été l'un des plus puissants animaux de proie, sinon le plus puissant à avoir jamais existé.
À titre de comparaison, la force de morsure des humains peut atteindre environ 1300 newtons. On estime que les grands requins blancs d'aujourd'hui sont capables de mordre avec une force de plus de 18 000 newtons. Le mégalodon bat tous les records, avec une force de morsure estimée jusqu'à 10 fois supérieure. Il pourrait pratiquement écraser une voiture avec très peu d'effort. Ses dents étaient également assez surprenantes. Comme les requins, le mégalodon remplaçait rapidement ses dents cassées ou usées. Avec 4 ou 5 rangées de dents dans sa bouche, il agissait comme un tapis roulant, faisant repousser les dents abîmées ou manquantes en 48 heures environ. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement fait pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Or, c'était gentil de leur part, car c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les dents de mégalodon sont si fréquentes dans les archives fossiles et que nous sommes en mesure de les étudier correctement. Pour conserver son physique impressionnant, le mégalodon devait manger approximativement 1134 kg de nourriture par jour. Tu n'arrives pas à te faire à cette idée? Eh bien, c'était l'équivalent d'une vache écart par jour pour survivre. C'est comme si tu devais manger 3300 boîtes de thon par jour. J'ai souvent utilisé le mot mégalodon, mais je vous ai déjà dit d'où il venait. Traduit du grec, il signifie dents géantes. Ah, ces Grecs, ils sont malins. Cependant, le nom scientifique complet de ce requin géant est un peu plus compliqué. Carcharoclès mégalodon. Mais ces gigantesques prédateurs ont-ils vraiment disparu? Nous tendrions à le croire, mais soyons honnêtes une seconde. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos océans. Nous n'avons exploré que 15% de nos océans. Qui sait ce qui peut se trouver là-bas, dans les profondeurs? Peut-être d'anciens prédateurs? La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Challenger Deep, sa partie la plus profonde, est si profonde que l'on pourrait y plonger l'ensemble du mont Everest. Et il resterait encore plus d'1 kilomètre au-dessus de la surface. C'est super profond. Si un mégalodon ou deux avait besoin d'un endroit où se poser, ce serait un endroit assez discret. Cependant, la fosse des Mariannes n'est pas un endroit particulièrement confortable. Tu sais, parce que c'est froid et plongé dans l'obscurité totale et tout ça. Les températures ici sont d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Et pour couronner le tout, la pression est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la mer. On peut supposer que si un mégalodon se cachait ici, ses dents et ses os ne seraient pas en très bon état. À cause de la forte pression qui règne dans la fosse des Mariannes, les protéines et le calcium commencent à se dissoudre et à se désintégrer. C'est pourquoi, par exemple, le poisson limace, le poisson le plus profond que nous ayons découvert, a évolué vers un cartilage flexible à la place des os. Pour survivre ici, le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il serait devenu bioluminescent ou aurait évolué pour développer des yeux énormes comme le calamar géant. Bien que cela puisse sembler être une idée intrigante et géniale pour un scénario de film, la plupart des scientifiques ne pensent pas que cela soit possible. Pourquoi? Eh bien, la majorité d'entre eux disent que c'est à cause de la taille du mégalodon. La plupart des aliments que les mégalodons aiment manger vivaient dans les zones océaniques peu profondes et non dans les eaux profondes. Les spécialistes pensent que si ces animaux erraient encore dans nos eaux, il serait impossible que nous ne le sachions pas. Il faudrait qu'ils viennent dîner de temps en temps, non? Leur nourriture est également la cause la plus probable de la disparition du mégalodon. Alors que certains spécialistes pensent que le mégalodon s'est éteint à cause d'une baisse de la température de l'eau de l'océan, la majorité des scientifiques suggèrent que la dynamique changeante de la chaîne alimentaire est peut-être plus responsable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait de moins en moins de sa principale source de nourriture, les baleines à fanon. Et en même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les requins prédateurs plus petits, comme le grand requin blanc et les baleines, a augmenté. Le mégalodon a vécu sur cette planète bien plus longtemps que nous, et à une époque où nous n'existions pas encore. Ils sont restés ici près de 70 fois plus longtemps que nous, les humains modernes, et ont habité les océans pendant environ 20 millions d'années. L'Homo sapiens est apparu il y a approximativement 300 000 ans. Le mégalodon a réussi à survivre si longtemps, surtout grâce à sa taille imbattable. Il pouvait faire un repas de presque tout ce qui se trouvait dans la mer à l'époque. Nous pouvons considérer ces deux espèces comme des créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais coexisté sur Terre. Les dinosaures se sont probablement éteints il y a environ 66 millions d'années. Les mégalodons semblent être apparus un peu plus tard. En effet, les plus anciens fossiles de mégalodons que nous avons découverts jusqu'à présent datent de l'époque du Miocène, qui a commencé il y a 23 millions d'années. Adieu, Meg!
La plus grande région volcanique sur Terre n'est pas en Afrique ni au Japon, mais sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert 138 volcans dans sa partie occidentale, et si jamais ils se déchaînent, vous le remarquerez sûrement. Ils pourraient y faire fondre d'énormes quantités de glace qui se déverseraient dans l'océan, en augmenteraient le niveau et rendraient notre planète inhabitable pour les humains. Mais avant que vous ne fassiez vos bagages pour vous envoler vers une autre planète, écoutez-moi. Actuellement, seulement 2 des volcans de l'Antarctique sont officiellement classés comme actifs. Et il faudrait toute une série d'éruptions, décennie après décennie, pour qu'ils aient un impact sérieux sur le monde entier. Le mont Erebus, l'un de ces 2 volcans actuellement en activité, porte fièrement le titre de volcan actif le plus austral du monde. Il est en éruption continue depuis au moins 1972. Il émet des panaches de gaz et de vapeur, et parfois, il expulse même des roches. Les scientifiques appellent ça des éruptions stromboliennes. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est un lac de lave, situé dans l'un de ses cratères sommitaux, avec des matériaux en fusion à la surface. De tels lacs sont assez rares, car certaines conditions sont nécessaires pour que leur surface ne gèle jamais. Le second volcan actif est l'île de la Déception, une masse de terre en forme de fer à cheval. C'est la caldeira d'un volcan actif qui est entré en éruption pour la dernière fois il y a plus de 50 ans. Les scientifiques qui le surveillent disent qu'il ne devrait pas se réveiller de sitôt. L'Antarctique est également le théâtre de régulières fumerolles. Il s'agit d'émanations de gaz et de vapeur volcanique. Dans les conditions adéquates, les crevasses peuvent expulser suffisamment de matériaux pour ériger des tours de glace de 3 mètres de haut. Les scientifiques surveillent les volcans de l'Antarctique avec des sismomètres qui se mettent en marche lorsque la Terre commence à trembler à cause de l'activité volcanique. Parfois, ils utilisent également des technologies plus complexes, mais les opérations sont toujours difficiles en raison de la distance de cette région polaire et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour s'y rendre. C'est pourquoi personne ne peut prédire quand l'un des volcans du continent, actuellement endormi, entrera en éruption. Nous pourrions savoir à quoi ressemblerait un tel réveil si nous analysions ce qui s'est passé il y a près de 20 000 ans. Mais le faisons-nous? L'un des volcans endormis de l'Antarctique, le mont Takahe, a autrefois connu une série d'éruptions et émis une bonne quantité d'halogènes riches en ozone. Certains scientifiques disent que ces événements ont réchauffé l'hémisphère sud. Les glaciers auraient commencé à fondre, et cela aurait contribué à mettre fin à la dernière ère glaciaire. Pour que ces événements se répètent, il faudrait à nouveau une série d'éruptions avec émission d'halogènes provenant d'un ou de plusieurs volcans se trouvant au-dessus de la glace. C'est un scénario peu probable, mais comme cela s'est déjà produit dans le passé, ce n'est pas complètement impossible. Quant aux volcans cachés sous une épaisse couche de glace, on pense que leur gaz aurait du mal à atteindre l'atmosphère. Cependant, ils seraient suffisamment puissants pour faire fondre d'énormes cavernes et produire d'importantes quantités d'eau de fonte. La nappe glaciaire de l'Antarctique occidental est humide et n'est pas attachée à sa base. Cette eau de fonte agirait donc comme un lubrifiant et mettrait rapidement en mouvement la glace qui la recouvre. Le volume d'eau qu'un volcan de cette taille pourrait produire ainsi n'est rien comparé au volume de glace qui le surplombe. Ainsi, une seule éruption ne ferait pas de différence. Cependant, avec plusieurs éruptions de volcans situés près ou sous les grands courants de glace de l'Antarctique occidental, ce serait une autre histoire. Ces courants de glace sont des rivières qui transportent une grande partie de l'eau de l'Antarctique vers l'océan. Si elles modifiaient leur vitesse et apportèrent des quantités inhabituelles d'eau dans l'océan, son niveau monterait. À mesure que la glace deviendrait de plus en plus fine, il y aurait de plus en plus d'éruptions. Les scientifiques appellent ça un effet d'emballement. Un phénomène similaire s'est produit en Islande. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté lorsque les glaciers ont commencé à reculer à la fin de la dernière période glaciaire. Pour que des changements massifs se produisent, il semblerait donc que plusieurs volcans situés au-dessus de la glace et contenant des gaz riches en halogènes doivent devenir actifs dans un laps de temps assez bref et rester puissants pendant des dizaines voire des centaines d'années. L'Antarctique contient environ 80% de toute l'eau douce du monde. Et si toute cette glace fondait, le niveau global des mers augmenterait de près de 60 mètres. Et nous n'aurions plus qu'à chercher une nouvelle planète où vivre. Mais ce scénario est peu probable. Il est plus probable que des éruptions sous-marines lubrifient les flux de glace et envoient des masses d'eau dans l'océan. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Un supervolcan extrêmement puissant et furieux pourrait y parvenir, et cela s'est déjà produit par le passé. Il y a plus de 200 millions d'années,
le monde a connu une transformation majeure, avec non pas une, ni deux, mais 4 éruptions volcaniques massives. La province magmatique centra-atlantique s'est trouvée en éruption continuelle pendant 600 000 ans. C'était à Wrangellia, une grande masse de terre et jadis un volcan supermassif s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Mais ce n'est ni la lave ni les cendres volcaniques qui ont dévasté l'environnement. L'éruption a fait exploser les niveaux de carbone. La planète n'a plus jamais été la même après ça. Cette activité volcanique aurait permis aux dinosaures de devenir les géants que nous avons découverts dans Jurassic Park. Elle aurait déclenché une saison des pluies de 2 millions d'années et rendu la planète chaude et humide. Les dinosaures ont adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches sédimentaires, sous un ancien lac en Asie pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes évidents de ces éruptions. Ils ont également pu confirmer les grandes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Cela aurait rendu l'atmosphère torride, et la pluie s'est mise à tomber abondamment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une autre éruption comme celle-ci pourrait se produire. Le supervolcan situé sous le parc national de Yellowstone dort depuis près de 70 000 ans. Mais s'il se réveillait, ce serait bien plus catastrophique que l'éruption du mont Saint-Helens en 1980. On la considère comme l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis. Elle s'est produite après 2 mois de tremblements de terre et d'injections de magma, qui ont affaibli puis détruit toute la face nord de la montagne. La colonne éruptive s'est élevée à plus de 24 000 mètres dans l'atmosphère et a répandu des cendres sur 11 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Et la dernière éruption de Yellowstone fut 1000 fois plus grande que celle-ci. Le sol de Yellowstone repose sur un point chaud, composé de roches fondues et semi-fondues. Ce magma s'écoule au-dessous du parc, à environ 8 km de profondeur, et fait s'enfler le sol comme un ballon. Mais lorsque le magma refroidit, le sol retourne à son état habituel. Les volcanologues surveillent cette activité depuis un siècle. Ils ont remarqué que le sol s'était soulevé d'environ 25 cm il y a une vingtaine d'années, mais que depuis 2010, il redescendait. Les experts disent que nous n'avons pas à craindre de grandes éruptions prochainement. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Mais une certaine activité souterraine retient actuellement l'attention des scientifiques. Comme les humains n'ont pas été témoins de tout ce qui a pu se passer à Yellowstone, il est plutôt difficile de dire avec certitude ce qui se mijote là-dessous. Yellowstone a connu quelques grandes éruptions au cours des quelques derniers millions d'années. Elles se sont produites avec une grande régularité, avec des intervalles de 6 à 800 000 ans. La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et elle a véritablement remodelé tout le paysage, dispersant des cendres et des débris jusqu'en Louisiane. Il est toujours possible d'en voir les conséquences dans la caldeira de Yellowstone. Les experts disent qu'une éruption massive comme celle. En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces.
Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène stenophila. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui poussent aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines. Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle sud. Cependant,
L'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année, un trou d'environ la taille de la Suisse ou de la Caroline du Sud réapparaît sans cesse dans la glace antarctique. Cette ouverture s'agrandit progressivement et il a fallu près d'un demi-siècle aux scientifiques pour en percer la cause. Ils ont trouvé la réponse avec l'aide de phoques. Les chercheurs ont repéré pour la première fois cette brèche, appelée Polynie de Maud Rise, dans la mer de Weddell en 1974. L'affaire semblait close lorsque le trou s'est résorbé, mais il est revenu les 2 années suivantes, puis de nouveau en 2016. Ce trou gigantesque se situe près de Maud Rise, une montagne sous-marine. Ce type d'ouverture, appelée Polynie, est une zone rare d'eau libre entourée d'une épaisse banquise. En Antarctique, lorsque l'hiver s'installe, la surface de l'océan gèle et la glace s'étend sur une aire presque 2 fois plus vaste que les États-Unis continentaux. Le long des côtes, des ouvertures apparaissent chaque année lorsque de puissants vents chassent la glace au large. Il est en revanche beaucoup plus rare que de telles brèches se forment en pleine mer, à des centaines de kilomètres des terres, au-dessus d'eaux très profondes. Des chercheurs de plusieurs universités se sont regroupés pour étudier la Polynie de Maud Rise à l'aide de modèles numériques et d'images satellites. Ils ont même fait appel à des phoques antarctiques. Ces animaux portèrent de petits casques munis de capteurs sur leur tête ronde et velue. Grâce à ces phoques scientifiques, l'équipe a recueilli des données directement à la source. Les chercheurs ont alors montré que le trou résultait d'une combinaison complexe de facteurs. Vent, courant marin et relief du fond océanique agissèrent de concert pour faire remonter chaleur et sel vers la surface. En termes scientifiques, ce mouvement est nommé transport d'Ekman. Le transport d'Ekman correspond à ce qui se produit lorsque le vent perturbe la surface de l'océan. En soufflant au-dessus de l'eau, il crée une friction qui entraîne la couche superficielle. Sous l'effet de la force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre, cette eau en mouvement est déviée d'un angle de 90 degrés par rapport à la direction du vent. Ainsi, au lieu de suivre exactement l'impulsion du vent, elle se décale selon une trajectoire oblique. Le sens de cette déviation dépend de l'hémisphère. Dans l'hémisphère nord, l'eau se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que dans l'hémisphère sud, elle se déplace dans le sens anti-horaire. Le transport d'Ekman s'est révélé être l'élément manquant pour comprendre la Polynie de Maud Rise. Il contribue à équilibrer la salinité et à maintenir la remontée de sel et de chaleur vers la surface de l'océan. Or, à mesure que la banquise fond, l'eau de surface s'appauvrit en sel, ce qui devrait interrompre ce mélange. Les scientifiques ont donc compris qu'un autre mécanisme devait maintenir l'ouverture, impliquant une source supplémentaire de sel, lequel abaisse le point de congélation de l'eau. En réexaminant leurs données et en lançant de nouveaux modèles numériques, ils ont observé que des courants tourbillonnants se forment lorsque le courant de Weddell contourne Maud Rise. Ces mouvements acheminent le sel vers le sommet de la montagne sous-marine. Le transport d'Ekman prend alors le relais. La couche supérieure s'éloigne avec le vent et des eaux plus profondes remontent pour la remplacer. À Maud Rise, cette remontée apporte l'eau très salée accumulée autour du mont sous-marin
ce qui empêche la Polynie de se refermer par le gel. Les scientifiques surveillent étroitement l'Antarctique, car ces transformations influencent l'ensemble du globe. À l'université de Stanford, des chercheurs ont utilisé pour la première fois l'apprentissage automatique afin d'analyser des données satellitaires détaillées sur les mouvements de la glace polaire. En combinant de vastes ensembles de mesures réelles avec des lois physiques, ils ont affiné leur compréhension de la calotte antarctique, la plus grande masse de glace terrestre, presque 2 fois plus étendue que l'Australie. Elle agit comme une immense réserve d'eau douce et contribue à stabiliser le niveau des mers. Les anciens modèles, fondés sur des expériences en laboratoire, peinaient à rendre compte d'une glace réelle traversée de fissures, de bulles d'air et de structures hétérogènes. Plutôt que de décrire chaque détail, l'équipe a entraîné un modèle à partir de données collectées entre 2007 et 2018. Portant sur 5 grandes plateformes glaciaires, elle a ainsi établi de nouveaux schémas de résistance à l'écoulement. Près des terres, la glace est comprimée et suit les prévisions classiques. Plus au large, elle s'étire vers l'océan et adopte des comportements variables selon la direction. Moins de 5% des plateformes sont comprimées, tandis que les 95% restants échappent largement aux anciens modèles. Ces résultats pourraient améliorer de façon décisive nos projections sur l'avenir de l'Antarctique. Une autre découverte scientifique récente venue d'Antarctique bouleverse l'histoire des oiseaux telle qu'on la connaissait. Longtemps, le récit était simple. Les dinosaures dominaient la Terre jusqu'à l'impact d'un astéroïde, il y a 66 millions d'années, qui les a presque tous anéantis. À l'exception de quelques dinosaures aviens, devenus plus tard des oiseaux comme les aigles ou les poules. Puis, les chercheurs ont mis au jour sur l'île Vega un fossile sans tête de Vegavicia-ai, âgé de 68 millions d'années, soit au moins 2 millions d'années avant la chute de l'astéroïde. Privé de crâne, il ne pouvait déterminer avec certitude ses liens avec les oiseaux modernes, évoquant tantôt les palmipèdes, tantôt les oiseaux de rivage. Près de 20 ans plus tard, une nouvelle expédition a toutefois découvert en Antarctique un crâne d'oiseau. Après un examen approfondi, les scientifiques l'ont rattaché à Vegavicia-ai et conclu qu'il s'agissait d'un ancêtre des oiseaux aquatiques actuels, tels que les huards et les grèbes. Si cette interprétation se confirme, Vegavicia-ai deviendrait l'oiseau moderne le plus ancien connu dans les archives fossiles. Le crâne présentait un long bec effilé, un cerveau sans équivalent chez les oiseaux du Mésozoïque et des traces de puissants muscles mandibulaires, parfaitement adaptés à la plongée et à la capture des poissons. Le reste du squelette montrait lui aussi des caractères favorables à la nage sous l'eau, comparables à ceux des huards actuels. À la fin du Crétacé, l'Antarctique formait une forêt tempérée, éloignée du Yucatan, et aurait pu servir de refuge lors de la catastrophe. Ainsi, les premiers oiseaux modernes auraient pu y survivre. Lorsqu'un immense iceberg, à peu près de la taille de Chicago, s'est détaché de la vaste plateforme glaciaire antarctique, les scientifiques présents ont accompli une première. Ils ont gagné immédiatement la zone afin d'examiner le fond marin nouvellement dégagé. L'exploration des faces inférieures des plateformes de glace est extrêmement complexe. Mais l'iceberg A84 a soudain révélé une surface de 540 km² accessible à l'étude. Les chercheurs ont déployé tout leur arsenal technologique, dont un submersible téléopéré et des robots autonomes, pour analyser le fond et les caractéristiques de l'eau sous-jacente. La vie colonise presque tous les milieux océaniques, des eaux claires peu profondes jusqu'aux abysses volcaniques plongés dans l'obscurité. Mais l'équipe a été véritablement stupéfaite par l'extraordinaire diversité de vie observée en ces profondeurs. Elle a découvert une véritable forêt d'éponges, des araignées de mer géantes, des poissons des glaces, des pieuvres, d'immenses coraux, des anémones et même des méduses abyssales luminescentes. En général, les organismes des grands fonds tirent leurs nutriments de la matière organique qui tombe de la surface. Or, sous une banquise épaisse de 150 mètres, présente depuis la nuit des temps, un tel apport était impossible. Il fallait donc que ces êtres vivants trouvent leurs ressources par un mécanisme totalement différent. Afin d'estimer l'ancienneté de cet écosystème caché, les chercheurs ont examiné les éponges. Celles-ci croissent très lentement, à raison d'1 ou 2 cm par an. Or, les spécimens observés étaient de grande taille, ce qui implique qu'ils se développaient là depuis des dizaines, voire des centaines d'années.
L'équipe espère désormais que l'immense quantité de données océaniques et environnementales recueillies durant l'expédition lui permettra de comprendre comment ces écosystèmes ont pu prospérer dans de telles conditions et, peut-être, de mettre au jour des espèces entièrement nouvelles, encore inconnues de la science.